c'est vrai qu'à force de dire aux gens, à la question fatidique, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et que tu sais pas trop quoi répondre, tu commences à un moment donné à te dire, mais je sers à quoi? Je sers à rien. Et arriver à mon âge en disant je sers à rien, ça commence à être compliqué à un moment donné à assumer. Surtout quand tu as toujours été un élément où tu t'es senti important, d'une utilité. Et là, tout d'un coup, t'es plus d'une utilité. Vous vous apprêtez à écouter un podcast des Déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation. Alors bonjour, je m'appelle Jonathan, j'ai 43 ans. J'étais anciennement gestionnaire de projet et je suis en train de devenir plombier installateur sanitaire. Première question, toute simple. Est-ce que tu peux me parler de ton enfance, me dire où est-ce que tu as grandi et quel genre de petit garçon t'étais quand t'étais petit? Alors j'ai grandi en Île-de-France, entre la ville de Clichy et le Valois. J'étais un enfant fils unique jusqu'à 7 ans, on va dire. J'ai longtemps attendu des frères et sœurs pour pouvoir jouer avec. J'étais un enfant assez, pas en retrait, mais assez timide et assez introverti en tout cas, mais sans avoir de difficulté pour me faire des amis. J'ai jamais eu de problème pour m'intégrer ou quoi que ce soit. Nature assez curieuse et un peu touche à tout. Que ça soit sur mes activités extrascolaires ou que ça soit aussi mes passions dans la vie. Est-ce que tu peux me parler de la relation que tu avais avec tes parents et notamment du fait qu'ils aient divorcé quand tu étais jeune? Qu'est-ce qui s'est passé, le fait que tu as plus vécu avec ta mère? Alors, mes parents ont divorcé, j'avais 2 ans. Mon père est parti vivre à l'étranger, donc du coup j'ai été surtout élevé par ma mère. Et j'avais une relation assez... on va dire, j'ai pas envie de dire exclusive, mais voilà, en tant qu'enfant unique jusqu'à 7 ans, c'est vrai que on avait une relation étroite et on s'entendait très très bien et on a toujours eu de bons rapports. Et par la suite, ma mère a rencontré d'autres personnes et ça a été mes beaux papas, j'ai envie de dire que ça comme ça, qui m'ont accompagné sur certaines parties de ma vie. Et puis j'ai eu des frères, enfin des demi-frères, des demi-sœurs, avec lesquels j'ai appris à grandir et après j'ai appris à d'autres champs de ma vie qui se sont découverts avec eux, parfois sans eux. Mais voilà, en tout cas, toujours une relation de confiance avec ma mère, même si aujourd'hui je la vois pas tout le temps, mais en tout cas j'ai cette relation de confiance avec elle. Donc ta maman, elle s'est remariée ou remise avec quelqu'un une première fois, et c'est là où tu as commencé à avoir des frères et sœurs. Est-ce que tu peux m'en parler et me dire quelle relation tu as eue avec eux? Alors ensuite, ma mère s'est pas remariée, je pense qu'elle avait compris une fois, et du coup elle s'est remise avec d'autres personnes, avec qui du coup elle a eu d'autres enfants, et en tout cas j'ai toujours eu des relations saines avec ces enfants-là, qui étaient mes frères et sœurs. Ça a toujours été alors des relations peut-être plus on va dire qu'on peut avoir avec des cousins ou des oncles, parce que j'étais déjà plus âgé, j'ai déjà plus de 7 ans avec mon frère, 16 ans avec ma sœur, 18 ans d'écart avec ma dernière sœur. Donc effectivement, c'est des relations pas forcément très étroites, mais en tout cas toujours pareil, de confiance aussi, parce qu'ils ont eu finalement le même parcours de vie que moi, c'est-à-dire des papas et des parents, des papas et une maman qui sont séparés aussi, donc ils ont vécu aussi ça, mais toujours avec une relation saine, parce que on avait la possibilité de se voir les uns les autres, il n'y avait pas de tabou, il n'y avait pas de secret de polichinelle, il n'y avait pas de mauvais sujets qu'on pouvait aborder avec nos parents. Donc ça a toujours été très sain entre nous, pas de mauvaises relations et un plaisir à être ensemble, même si parfois on n'était pas dans la même maison, pas dans les mêmes lieux. Tes parents, ils faisaient quel métier, et notamment ton père? Alors mon père, il avait une formation de fraiseur-tourneur, donc un métier manuel où on fabrique des pièces. Alors après, comme je ne l'ai pas vu pendant une vingtaine d'années, je sais par la suite qu'il a fait beaucoup de métiers manuels, a toujours été dans les métiers manuels, et il a toujours eu ce passif manuel. C'est d'ailleurs pour ça qu'on me disait souvent t'es un peu comme ton père, parce que finalement t'es manuel, il était manuel, toi t'es manuel. Je dis pas le prénom, mais en tout cas c'est vrai que ça a toujours été ce métier-là, dans ce domaine-là, et encore très très peu longtemps avant la retraite, il a toujours occupé des métiers où il était actif sur le terrain, quoi.
Et toi, tes passions quand tu étais petit, c'était en rapport avec ça? Est-ce que tu peux m'en parler? Alors mes passions quand j'étais plus jeune, qui sont à peu près les mêmes qu'aujourd'hui, hein, finalement, c'est beaucoup de construction, de Lego, de fabrication de jeux, d'aller mettre la main à la pâte pour réparer mon vélo. J'avais un jouet qui était un peu à part de mes autres copains, c'était la fameuse cabane de Barbie qu'on m'avait pris parce que j'adorais faire des montages. Voilà, donc je passais mon temps à monter la cabane de Barbie et à les démonter. Voilà, je kiffais quoi, trouver d'autres astuces pour la montrer autrement aussi. Donc je jouais plus avec la cabane qu'avec la Barbie, bien que la Barbie est un accessoire important quoi. Et tu penses que si ton père n'avait pas fait un métier manuel, t'aurais été aussi autant passionné par ça, ou ça a pas tant joué que ça? Je pense que si mon père avait occupé d'autres métiers, d'autres passions, je pense que forcément ça aurait eu une incidence sur ce que j'aimais aussi et ma passion moi, parce que finalement le fait de me parler de mon père à travers ma famille, enfin à travers les histoires de ma famille, tout ça, bah finalement ça a forcément eu un impact sur qui j'étais moi. C'est toujours ça quoi, quand tu sais d'où tu viens, bah tu sais où tu vas. Donc forcément quand on te dit ton papa il a fait ça, tu sais que c'est lui qui a construit la maison, tu sais qu'il a fait ça, machin. Bah inconsciemment tu te dis bah s'il l'a fait, alors moi je dois être peut-être capable de le faire, je porte peut-être ça en moi quoi. Donc effectivement prendre un outil ça te fait pas peur, d'essayer de fabriquer quelque chose ou de réparer quelque chose, tu te dis que ça doit être possible. À l'inverse, quand je jouais avec mon petit frère dont le père était complètement pas manuel, c'est-à-dire maladroit, bah lui pour le coup on avait peur de lui donner un outil parce qu'on se disait il doit être comme son père, donc on va surtout pas. Et c'est vrai qu'il était maladroit du coup, mais parce que c'est faute d'expérience finalement, tout ça c'est dans l'expérientiel quoi. Est-ce qu'à cet âge-là, vu que tu étais passionné par les constructions, tu te voyais déjà faire un métier en lien avec ça? Alors à cette époque-là, je ne me voyais pas du tout occuper un métier manuel, déjà parce que j'envisageais pas ça comme un métier. On m'en a jamais parlé non plus à l'école. C'est pas forcément des filières qui sont valorisées, encore malheureusement aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous êtes un élève lambda moyen, on ne vous parle pas des filières professionnelles, des filières d'apprentissage. On vous parle de faire des études. Donc à aucun moment on se projette là-dessus. C'est qu'une passion. Donc moi par contre j'avais une passion dans laquelle je pouvais me projeter aussi, qui était travailler avec les jeunes, d'être au contact des jeunes. Ça j'aimais bien parce que j'adorais m'éclater et puis j'adorais la transmission. Donc bah, automatiquement j'ai envie de dire, je m'imaginais professeur des écoles. Et donc là-dessus il y avait une voie qui s'ouvrait à moi avec des études, post-bac, et là c'était concret. Quand j'allais voir la conseillère d'orientation, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Voilà. Et à l'école, comment ça se passait pour toi? Tu avais des bonnes notes? Alors à l'école, j'étais un élève, bon élève jusqu'au collège, élève voilà, bon, moyen, haut, on va dire. Donc j'ai toujours eu une relation assez particulière avec les plus jeunes que moi, parce que dans l'entourage où j'étais, mes parents, enfin ma mère, ses amis, j'étais souvent l'enfant le plus âgé, donc celui qui joue avec les plus petits. Ensuite, il y a eu mon petit frère, mes petites sœurs, tout ça. Donc pareil, j'étais toujours celui qui s'occupait, qui veillait à. Et en fait, naturellement, de par mon caractère aussi, bah, c'était facile pour moi, j'y arrivais bien. Et souvent, on me faisait la réflexion, bah, qu'est-ce qu'il est patient, qu'est-ce que t'es patient, qu'est-ce que t'arrives bien. Et c'est vrai que bah, ça me valorisait aussi dans ce sens-là. Donc je me disais, bah, finalement, j'ai du sens dans ce que je fais. Donc plus on me faisait ces retours-là, plus on me faisait ces remarques, et plus je me disais, bah ouais, et en plus, j'y prends du plaisir. C'est vrai que je m'éclate avec eux. Et le côté transmission, vraiment, ça, je trouvais ça le plus valorisant. Donc ouais, c'est un cheminement logique qui est venu à moi d'après de penser à être professeur des écoles. Justement, les études supérieures, je vais revenir dessus. Donc, tu as choisi de faire des études pour, au départ, devenir professeur des écoles. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça s'est passé jusqu'à ce que tu finisses par arrêter et pourquoi? Comme je souhaitais devenir professeur des écoles, j'avais un plan bien établi en tête, avec des études bien établies, puisqu'à l'époque c'était bien codifié, il fallait passer par une école de formation, il fallait avoir un dossier avec un maximum de points, et tout ça c'était très très codifié. Donc j'avais mon parcours bien en tête, avec voilà, un bac scientifique, un bac +2, ensuite il fallait que j'aille dans une UFM, tout ça. Et puis je suis arrivé à une période où en fait tout ça changeait. Tout d'un coup, ils ont augmenté le nombre d'études après bac pour pouvoir intégrer ces écoles de formation. Et puis moi, en parallèle aussi, j'ai commencé à travailler parce qu'il fallait financer les études. Donc j'ai été surveillant d'externat dans un collège. Donc j'avais une vue du backstage de l'éducation nationale. Et tout ça a fait que tout d'un coup, j'ai perdu un peu foi dans ce projet, dans le sens que ça avait pour moi.
Et ça, plus l'ennui des études, parce que clairement, c'était pas le domaine où je voulais. Enfin, en tout cas, j'apprenais pas à être un professeur, j'apprenais pas un métier, j'apprenais à passer un diplôme. Et ça m'ennuyait terriblement. Donc là, au fur et à mesure, progressivement, j'ai lâché. Qu'est-ce que tu as remarqué quand tu étais assistant d'éducation? Tu as dit que tu as remarqué des choses qui t'ont fait dire non, je perds foi en ce métier. Enfin, est-ce que tu peux préciser un petit peu Donc quand j'étais assistant d'éducation, ou plus précisément surveillant d'externat à l'époque, comment ça s'appelait, j'ai remarqué finalement que ce statut que j'idolâtrais de professeur des écoles, de personne qui est là pour transmettre et qui est là pour avoir une relation avec les élèves, pour les aider à atteindre leur objectif, finalement c'était pas aussi clair que ça à la vue de tout le monde. Déjà des élèves, des parents, les parents qui rentrent dans l'institution et remettent en question tout ton travail, même avec des professeurs que moi j'estimais investis, tu vois, quand tu les vois arriver, les parents déboulant, en criant, machin, en n'étant pas contents de ce qui se passe, c'est dur. Et puis l'institution aussi, l'institution qui est compliquée. Quand on te met dans une classe avec 32, 34 gamins, comment tu peux faire bien ton travail? Quand on t'impose un programme que tu as du mal à cautionner, enfin que tu as du mal à comprendre, en tout cas les méandres, tout ça. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, c'est pas juste le petit professeur qui fait son petit cours dans sa classe. Il y a beaucoup plus que ça derrière. Il y a une grosse machine derrière. Et ça m'a pas plu. Et en fait, j'ai cru que ce métier-là, tu en faisais ce que tu voulais. Mais en fait, non, on t'impose énormément de choses. Même si j'avais un collègue avec qui je travaillais en tant qu'animateur qui était professeur, qui me disait mais vas-y, passe-le, parce que tu verras quand même, tu arrives à faire des petites choses quand même par toi-même dans ta classe, quand tu es avec tes élèves, tu fais quand même un peu ce que tu veux. Mais je voyais bien au fond que c'était quand même très limitant. Et donc après cette désillusion, si je puis dire, qu'est-ce que tu as décidé de faire? Tu t'es orienté vers quoi? Donc en parallèle, j'avais aussi, il n'y a pas que le cursus universitaire qui compte, il y a aussi le bagage extérieur. Et moi j'avais commencé à passer le diplôme du BAFA et tout ce qui est autour de l'éducation populaire. Donc les centres de loisirs, les séjours, les colos, tout ça, j'avais commencé à être vachement dedans. En termes d'expérience, c'est un plus. Clairement, quand je voyais moi des collègues qui passaient le concours pour être professeur mais qui n'avaient jamais été en contact avec des enfants, je me posais la question, mais comment ça allait se passer après sur le terrain? Donc moi je voulais à tout prix avoir ce bagage expérientiel-là. Et du coup, grâce à ces expériences que j'ai pu faire, je me suis dit, mais finalement, il y a aussi d'autres portes qui peuvent s'ouvrir que le professeur. Il y a effectivement tout le côté éducation, animation, qui peut s'ouvrir, qui peut être un plus. Et donc, j'ai commencé à passer aussi des formations là-dedans, à devenir directeur de centre de loisirs, à devenir formateur d'animateurs. Et ça, voilà, ça a été aussi une expérience riche qui m'a permis de me dire, bon, je peux peut-être aussi, pourquoi pas faire ça pendant un moment, quoi. Et ça te plaisait? Là, tu sentais que tu étais à ta place, tu n'avais pas les mauvais côtés que tu avais pu voir dans un professeur des écoles? Ça me plaisait parce qu'effectivement, j'avais pas cette institution sur la tête qui est encore une fois pour moi une trop grosse machine, l'éducation nationale. Mais après, je savais très bien au fond de moi que je pouvais pas faire ça très longtemps. Parce que c'est des métiers, c'est pas pérenne comme situation, c'est mal reconnu, c'est pas très bien payé, on va le dire. Mais par contre, dans le cadre d'un jeune qui habite encore chez sa mère et qui a du temps à s'occuper, c'est super. Parce qu'en plus tu vas au bout du monde, t'es nourri, logé, blanchi, tu passes ton temps à t'éclater et en plus tu peux construire des choses avec les élèves, quoi, avec les enfants pour le coup. C'est pas que du pop et up, quoi. Il y a des activités avec des objectifs pédagogiques derrière, donc voilà, il y a tout un apport que moi j'adorais, que je voulais mettre en place quand je rêvais d'être professeur. Donc explique-moi à partir de quand t'es devenu médiateur dans les collèges. Et pourquoi tu as choisi ce métier? J'ai découvert le poste de médiateur éducatif dans les collèges quand j'étais surveillant dans les collèges. Pour moi, c'était une découverte. Ça n'existait pas à mon époque. Et du coup, mon contrat de surveillance arrivait à sa fin. Et j'avais que les colos, les centres de loisirs là, à côté, donc qui étaient très saisonniers. Et le médiateur m'a présenté cette fonction-là. Il m'a dit, mais toi, je te verrais bien là-dedans, quoi. Toi, t'es à l'aise avec les gamins, tu pourrais avoir ce rôle-là. Et ils recherchent, ils recrutent. Donc j'ai passé les entretiens, et j'ai été pris, et j'ai été retenu. Et du coup, j'ai pu arrêter mon statut de surveillant d'externat et devenir médiateur, tout en continuant encore les colos, les centres de loisirs, parce que je kiffais trop, quoi. Et médiateur, qu'est-ce qui t'a plu dans ce métier-là?
Alors le poste de médiateur, c'est le poste en or parce que c'est l'élément dans le collège qui permet de désamorcer tous les rouages, toutes les situations grippées où tout d'un coup tu as un conflit entre un élève et un adulte. Ils n'arrivent plus à se comprendre. Entre un parent et son enfant. C'est la personne qui va permettre à tout ça de vivre en harmonie et d'accompagner les élèves à leur projet final. Enfin, en tout cas, d'en trouver un projet. Parce qu'à cet âge-là, t'as pas de projet, autant te dire. Et t'as ce statut de je fais partie du collège, mais en même temps, je suis pas l'élément qui va être là pour te donner des devoirs ni des sanctions. Je suis là pour t'accompagner et mieux vivre dans ta vie de collégien. Et à partir du moment où ils ont compris ce rôle-là, t'es le maître du monde dans le collège, t'es le mec qui est le mec ou la nana qui est le mieux accepté, on va dire, qui a une relation de folie avec les élèves. Et au téléphone, tu nous avais raconté une anecdote quand tu étais médiateur, celle où tu aidais un peu les élèves dans leur orientation et que toi, tu leur conseillais justement un peu les métiers manuels. Est-ce que tu peux m'expliquer ça ? Alors, par le biais de mon travail de médiateur, c'est vrai que j'avais souvent affaire à des élèves de 3e qu'il fallait aider à trouver une orientation. Et le pire pour eux, c'est que quand tu n'avais pas de bons résultats, c'est encore le cas aujourd'hui, c'est quand tu n'as pas de bons résultats, tu n'as pas le temps de chercher une orientation. Quand tu as des bons résultats, tu as le temps de passer ton bac, tu as le temps de faire des études. Quand tu n'as pas les résultats, il faut que tu t'orientes tout de suite, rapidement. Sortie brevet, il faut que tu choisisses une orientation. Et pour eux, c'est violent. Ils sont encore immatures, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas où aller. Et du coup, c'est vrai que je travaille vachement avec eux à cette découverte-là. On allait voir des lycées professionnels, on allait faire des visites des salons des métiers. Et du coup, je les coachais, on va dire. Et je coachais aussi les parents, parce qu'il fallait aussi démystifier un peu l'image qu'on avait de cette filière-là, qui est souvent mal considérée. Après, à juste titre. Pourquoi ? Parce que on envoie les élèves dans les filières pro, les élèves qui bossent pas, les élèves qui ont des mauvaises notes, les élèves qui n'y arrivent pas. Donc du coup, forcément, la première année dans ces lycées pro, il y a beaucoup d'élèves qui sont là par dépit, que ça ne plaît pas. Et du coup, forcément, c'est pas un super environnement. Et les parents le savent. Certains ont vécu ça eux-mêmes ou ont eu des enfants plus grands qui ont vécu ça. Et donc ils veulent à tout prix que leur enfant évite ces filières-là. Mais si on arrive à trouver les bonnes voies, les bons lycées, les bons établissements, si c'est une orientation choisie, ça se passe toujours mieux que quand c'est subi. Et donc c'est ce que je faisais avec les élèves. Et c'est vrai que au fur et à mesure que je les voyais, et là j'ai encore eu un élève là, en début d'année, qui m'a envoyé un message en me disant « Ouais, je te remercie beaucoup, je suis devenu meilleur ouvrier de France en pâtisserie, tout ça, grâce à toi, parce que tu m'avais fait faire ce stage que je voulais pas faire au départ. » Et du coup, on avait trouvé un stage en Paris sur la pâtisserie. Et ça lui a ouvert les yeux, il s'est dit « Mais ok, j'y vais quoi. » Et pourtant, il venait d'un quartier assez sensible, compliqué. Quand j'ai parlé de la pâtisserie à ses parents, ils m'ont regardé avec des gros yeux en me disant « Mais vous voulez que mon fils il rate sa vie ou quoi ?» Et c'est vrai que là maintenant, il gagne 2 fois ce que moi je gagne. Et en plus, il s'éclate. C'est surtout ça le primordial, quoi. Et ça, c'était, à mes yeux, c'était tout l'or du monde, quoi. Ça avait pas de, moi, ça n'a pas de prix, quoi. Et toi, quand tu voyais ça, est-ce que tu te disais que si on t'avait donné les mêmes conseils, tu aurais sûrement fait un métier manuel ? Moi, dans un sens, j'étais assez envieux de ça. C'est vrai que j'étais nostalgique. Je me suis dit, si j'avais pu rencontrer quelqu'un qui m'avait ouvert sur ce champ-là, ouais, peut-être que... Alors, je dis pas que j'aurais pas perdu du temps. On perd pas de temps. Il y a d'autres expériences qu'on vit en parallèle. Mais c'est vrai que je me dis, quelle autre vie j'aurais eu, quoi. En tout cas, j'aurais aimé voir si j'avais eu la possibilité de passer ces diplômes-là, ces compétences-là, jusqu'où je serais allé, quoi. Voilà, c'est peut-être la petite nostalgie, ou peut-être la petite frustration que je peux avoir. Mais voilà, encore une fois, je ne le prends pas comme quelque chose où je me dis j'ai raté ma vie. Non. Parce qu'encore une fois, il y a plein de champs possibles. Il y avait, dans les métiers que j'ai pu rencontrer, il y avait le métier de CPE, de conseiller principal d'éducation. Et souvent, on m'en parlait. On me disait, mais pourquoi tu passes pas à ça ? Mais pour moi, c'était l'antithèse de ce que je faisais. C'est-à-dire que à la base, le CPE, c'est le cadre, déjà. Après, si le cadre tourne, dans les collèges où ça se passe bien, il a du temps pour accompagner les élèves sur des projets d'orientation, tout ça. Mais aller dans un collège de ZEP, de REP plutôt, pardon. Aller dans un collège de REP. Le CPE, il n'a pas le temps pour ça. Quand tu as un collège à gérer, que tu es tout seul pour gérer 600 élèves, les absences, les élèves qui ne veulent pas venir en cours, les sanctions, ceux qui ont fait des conneries, tout ça, tu n'as pas le temps. Ta priorité, c'est la sécurité et le règlement.
intérieur. Et du coup, c'est normal, tu fais partie de ce cadre. Alors que moi, même dans un quartier compliqué, ça restait ma priorité, d'accompagner les élèves à trouver un projet, tout ça. Donc je voulais surtout pas perdre cette relation que j'avais avec les élèves. Je travaillais souvent avec les CPE, parce que justement, du coup, ça leur permettait, eux, de décoincer certaines situations, d'en savoir un peu plus, parce que la manière dont les élèves me considéraient, ils me confiaient beaucoup de choses. Et du coup, ça me permettait parfois de filer des infos au CPE pour lui, après, décoincer un peu la situation. Mais ça restait, aux yeux des élèves, un représentant du collège. C'est clair et net. C'est lui et le principal, c'est comme ça. Et les élèves ne sont pas bêtes. Ils savent très bien distinguer, ils savent très bien hiérarchiser les personnes dans un établissement. Et donc voilà, c'est cette relation de confiance. Je ne dis pas que tous les CPE ne peuvent pas le faire. Il y avait des CPE qui arrivaient, et encore une fois, qui avaient le temps de poser ce cadre-là. Après, ça revient à une autre question qu'on m'a posée aussi. On m'a dit, pourquoi tu ne passes pas le diplôme d'éducateur aussi? Éducateur, c'est super, tu accompagnes des élèves qui ont des vies compliquées aussi. Et ça en revient encore une fois à, oui, mais tu représentes qui à la base? Tu représentes l'institution. Et moi, je travaillais beaucoup aussi avec des éducateurs. Et un éducateur, donc, qui travaille pour le pôle social et solidaire du département, c'est des gens à qui on attribue une vingtaine de gamins à suivre. Une vingtaine de gamins. C'est-à-dire que des fois, je disais à l'élève, ça fait combien de temps que tu n'as pas vu ton éducateur? Parce que là, ça commence à être compliqué, il faut qu'on le voie, il faut qu'on l'entende. Bah, je l'ai vu il y a 2 mois. Tu peux pas le voir plus souvent? Bah non, parce qu'il a d'autres enfants aussi à suivre. Et des fois, en plus, il a du chemin à faire, tout ça, il a des trucs compliqués, là, il doit aller au tribunal, tout ça, machin. Donc en fait, dans ce système-là qui est un peu biaisé, on ne te donne pas les moyens qui seraient nécessaires pour véritablement accompagner ces élèves-là. C'est pas un éducateur pour 20 gamins qu'il faut. Et c'est ça qu'il faut prendre conscience. Et actuellement, c'est ça. Et du coup, moi, si j'avais fait ce travail-là, dans ces conditions-là, je pense que je serais devenu aigri. J'aurais été peut-être méchant face à l'institution. Et peut-être que j'aurais pas tenu un bon discours face aux élèves. En tant que médiateur, je pouvais quand même expliquer aux jeunes que oui, des fois, le collège, des fois, ça peut être compliqué à vivre dans le collège, de respecter ces règles-là. Mais parce que je lui expliquais que dans la vie collective, dans la vie de la société, voilà, il y avait des règles qui étaient faites pour qu'on vive tous ensemble. Et à côté de ça, je l'aidais à ma manière. Parce que j'avais du temps. Je gérais mon emploi du temps, je gérais le nombre d'élèves que je voulais voir, j'arrivais à gérer ça. Si on m'avait imposé un cadre limitant avec des moyens, entre guillemets, pourris, je pense que j'aurais été très méchant et j'aurais peut-être dit des choses aux élèves qu'il n'aurait pas fallu dire. Je change un peu de sujet, je reviens sur le côté manuel. Quand tu étais médiateur dans les collèges, comment est-ce que tu expérimentais cette passion d'avoir envie d'aimer construire des choses? Est-ce que tu arrivais à le faire avec ton travail? Ou est-ce que tu l'as laissé de côté parce que tu n'avais pas le temps? Alors, quand j'étais médiateur, je n'avais pas forcément la possibilité de mettre à profit ma passion sur le côté manuel. Bien que des fois j'aimais bien traîner dans les salles de techno, hein, mais c'était pas très développé. Par contre, comme je continuais aussi mon rôle d'animateur, de directeur de centre de loisirs, là je pouvais explorer un peu plus davantage avec les jeunes, sur des activités manuelles, sur des projets, tout ça. Là on se donnait les moyens de le faire. Donc c'était plus, encore une fois, une activité accessoire. Médiateur, t'es resté combien de temps dans ce métier-là? Et pourquoi est-ce que tu as décidé de changer? Donc je suis resté 10 ans en tant que médiateur, donc de 2008 à 2018. Et ensuite, au fur et à mesure que les années passaient, je me suis posé la question, enfin, je me suis toujours posé cette question-là, à quel moment tu sais que tu n'es plus bon pour ce métier? Alors quand c'est un métier où, je sais pas, tu écris des bouquins ou t'as pas une incidence envers les gens, c'est ça que je veux dire. C'est pas grave d'en arriver à un stade où t'aimes plus trop ce que tu fais, c'est pas grave. Mais quand tu travailles pour les gens, notamment pour les plus jeunes, et que là tu deviens un peu aigri de ton travail, tu deviens fatigué, le danger il est, comme je disais tout à l'heure, de dire des choses que tu ne devrais pas dire, d'avoir un comportement qui n'est pas adapté. Et je voulais surtout pas en arriver à ce stade-là. Donc j'ai toujours eu à cœur de me dire, il faut que je parte avant que j'en arrive à ce stade. Et donc j'ai commencé à chercher autour de moi des possibilités d'évoluer et s'est présenté à moi des postes administratifs pour le département de Haute-Seine, mais qui me permettaient de rester en relation avec les collèges. Donc j'ai travaillé autour de la gestion des projets et aider les collèges, les établissements scolaires à mettre en place des ateliers, des activités, des dispositifs pour aider les collégiens.
Et là, je me suis dit, ça peut être une bonne transition. Et je pense qu'au bout de 10 ans, c'est bien. Voilà, j'avais fait le tour, j'avais vu ce que je voulais voir. Je pense que c'était le bon moment pour partir. Donc, tu arrives dans l'administratif, c'est ce que tu viens de dire. Est-ce que tu peux me dire comment ça s'est passé? Je sais que ça t'a pas plu, mais explique-le moi. Alors, quand je suis arrivé dans l'administratif, pour moi, ça a été une descente aux enfers brutale. C'est-à-dire que je suis arrivé, on m'a présenté mon poste. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, c'est comme l'auberge espagnole, quand on lui présente, quand il va travailler aux finances et qu'on lui présente son bureau, et on lui dit voilà, c'est là où tu vas travailler toute ta vie. Et là, j'ai eu un gouffre, quoi. Mon seul interlocuteur que j'avais, c'est mon ordinateur, mon écran, un téléphone, et plus rien. Et puis rien. Et voilà. Et on me dit voilà, il va falloir que tu gères des dossiers et tout. Alors moi, en plus, je m'attendais à un métier où j'allais être peut-être plus ou moins actif, où j'allais aller sur le terrain, rencontrer les principaux des établissements ou les professeurs pour travailler sur des projets. Mais non, parce qu'en fait, dans le département, il y a tellement de collèges, tellement d'actions, qu'en fait, tu gères pas. En fait, tu reçois les informations, tu les traites pour les transmettre à des élus, à des chefs, à des directeurs, qui eux prennent des décisions ensuite que tu devras appliquer. Mais du coup, tu ne gères pas. Et je me suis retrouvé dans une salle seule, j'avais plus de sonnerie qui mettait en place la fin des cours. J'avais pas d'élèves qui venaient en courant dans mon bureau, en frappant à la porte pour voir si je pouvais le voir ou aller chercher un élève dans une classe. Je restais assis de 8h à 16h30. Quoi. Et pour moi, ça a été juste la descente aux enfers. Donc pendant le premier mois, je crois que j'ai déprimé total. Et ensuite, j'ai commencé à m'habituer et j'ai commencé à me dire bon bah au moins, je vais avoir du temps pour m'occuper de ma fille. Sortir à 16h30, c'est pas négligeable. Je vais avoir du temps pour m'occuper de moi, donc je me suis remis au sport, le midi, tout ça. Quel luxe, quoi. Voilà, j'ai profité en dehors de ma famille et de moi. Donc, bon an, mal an, j'en tirais un peu mon parti pendant un certain temps. C'est vrai qu'à force de dire aux gens, à la question fatidique, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et que tu sais pas trop quoi répondre, tu commences à un moment donné à te dire, mais je sers à quoi? Je sers à rien. Et arriver à mon âge en disant je sers à rien, ça commence à être compliqué à un moment donné à assumer. Surtout quand tu as toujours été un élément où tu t'es senti important d'une utilité. Et là, tout d'un coup, t'es plus d'une utilité. Et j'avais déjà entendu ça des gens en fin de parcours, des gens qu'on disait un peu mis au placard, à 2-3 ans de la retraite. J'avais déjà entendu cette phrase. Je me dis, bon, à la limite 2-3 ans de la retraite, t'es peinard, on t'embête pas. Voilà. Mais là, je suis pas à 2-3 ans de la retraite, quoi. Donc je suis encore animé par l'envie d'avoir des challenges, des trucs comme ça. Donc je pense que ce départ-là était peut-être arrivé, ce changement de vie est arrivé peut-être trop tôt dans mon parcours. Donc en gros, ce qui t'avait dit sur ta fiche de poste, c'est absolument pas ce que tu faisais. Tu nous avais dit une chose qui m'avait un peu marqué, c'est que tu disais que tu étais un peu la caricature du fonctionnaire. Alors c'est vrai que j'avais une image, moi, du métier de fonctionnaire administratif, qui était celle qu'on me renvoyait par les médias, par les spectacles, tout ça. Souvent, c'est un métier un peu qui est pris dans le mauvais sens du terme, parce que souvent décrié. Mais j'imaginais pas une seule seconde ce que ça pouvait être. Et maintenant que je l'occupe depuis maintenant 5 ans, c'est vrai que je me suis rendu compte de l'envers de ce décor, c'est-à-dire en fait un métier où tu n'as aucune marge de manœuvre, où finalement tu n'es qu'un exécutant, tu fais souvent les mêmes choses, pas des choses très très enrichissantes, et en plus, encore une fois, tu as des sens et des contresens, c'est-à-dire que des fois on te donne un ordre, mais comme disait ma première collègue que j'ai rencontrée en installant dans le bureau, quand on te donne un ordre, attends toujours le contre-ordre. Et c'est vrai, tu attends une semaine après, il y a un contre-ordre qui arrive. Et limite, on te dit, mais pourquoi tu as fait ça? Parce qu'on m'avait dit de le faire. Ou même limite, des fois, je me suis amusé à dire, parce que j'ai pris l'initiative de le faire. Alors là c'est compliqué. Donc, en fait, finalement, quand tu expliques tout ça aux gens, ils te disent, mais non, là, tu caricatures, quoi. Et en fait, oui, tu es une caricature. Ton travail te met dans une statue de caricature. Donc, tu es effectivement un espèce de pion comme ça. Et ce qui me dérangeait encore plus, c'est que tu es quand même un agent de la fonction publique.
T'es là pour servir le public. T'es là pour. C'est pas n'importe qui te paye. L'argent, il vient pas de n'importe où. C'est pas les dividendes d'une entreprise. C'est pas une grosse entreprise qui génère des profits, qui te rémunère. C'est l'argent du contribuable. Et donc, quand tu sais comment t'es payé, quelles sont tes fonctions, et finalement ce que tu fais pour de vrai, tu vois l'entourloupe, quoi. Est-ce qu'à ce moment-là, le fait de... Je sais pas, est-ce qu'à ce moment-là, tu étais toujours animateur en BAFA? Donc tu avais toujours ce côté un peu manuel que tu pouvais retrouver et ça te... Enfin, j'allais dire ça te sauvait. C'est-à-dire que là, tu avais vraiment l'impression d'être dans l'ennui. Comment est-ce que tu faisais pour combler ça Alors, heureusement qu'en parallèle, j'avais toujours ce métier dans l'animation. Parce qu'à chaque vacances scolaires, j'avais mon bol d'air frais, quoi. Voilà, j'avais un métier sur lequel j'avais encore un impact, avec qui je travaillais avec des gens qui étaient impliqués, dynamiques, investis, qui en voulaient. Donc heureusement, j'avais ça. Ça arrivait qu'aux vacances, mais j'avais ça. Après, il fallait que je prenne du temps sur moi, parce que c'était sur mes congés que je travaillais. Donc ça aussi, ça devenait lourd à porter. Parce que, bon, en plus, j'ai mon enfant, ma fille, j'ai ma femme aussi, t'as besoin de partager des moments de famille. Donc quand en plus tu sacrifies ton temps perso pour occuper un autre travail supplémentaire, ça commence à être lourd à porter. Mais si j'avais pas eu ce métier, concrètement, je pense que ça aurait été plus que de la dépression, je pense que j'aurais fait. Et donc, à partir de quand tu as commencé à te dire il faut que je change de métier? Alors, il y a eu une période qu'on a tous vécue, qui est assez particulière, la période Covid, une période de confinement où tout d'un coup, on s'est retrouvé cloisonné chez soi, à travailler à distance. Et là, ça m'a permis, en tout cas moi, d'avoir encore plus de temps, déjà que j'en avais, mais encore plus de temps pour me dire, ok, qu'est-ce que je pourrais bien faire de ma journée, quoi? Qu'est-ce que je pourrais bien faire en plus? Là, pour le coup, j'avais plus l'animation parce que c'était arrêté pendant un petit moment, donc j'avais que le travail administratif. Donc là, pour le coup, je me suis amusé chez moi, j'ai refait ma salle de bain, j'ai retouché ma cuisine. Bizarrement, automatiquement, je me suis mis à refaire des choses manuelles. C'est ça qui m'a occupé mon espace-temps et par lequel j'ai pris plaisir finalement. Et j'ai réfléchi aussi en discutant avec un collègue avec qui j'ai pas mal travaillé en tant que médiateur aussi et qui avait fait le choix de partir dans l'administration. Et il avait un peu le même philosophie que moi, c'est-à-dire ok, il va falloir qu'à un moment donné on trouve un moyen d'être utile, il va falloir qu'on se renouvelle, quoi. Lui, c'était plutôt dans l'électricité, quoi. Et moi, je me voyais plutôt dans la plomberie. Pourquoi? Parce que c'était plus un domaine lequel j'avais plus d'appétence, quoi. L'électricité, ça me gavait un peu. Il y avait des formules, calculs d'intensité, tout ça, ça me saoulait. J'aurais bien vu éventuellement dans le métier du bois, parce que je trouve ça très noble de travailler avec des matières vivantes. C'est beau pour moi, je trouve ça top. Mais ça demande des installations, un atelier, tout ça. C'est déjà beaucoup plus lourd. Plomberie, je me suis éclaté moi à faire mes tuyaux, tout ça, et ça nécessitait pas non plus des grosses installations. Donc je me suis dit, il y a peut-être ça que je pourrais développer, mais sans trop savoir si je pouvais le faire. Je m'imaginais déjà les cours du soir, je m'imaginais des trucs un peu lourds, alors que j'avais repris un peu possession de ma vie. C'est-à-dire je m'occupais de moi, j'avais du temps pour m'occuper de mon enfant, et là je m'imaginais en train de reprendre des cours du soir plus mon travail. Je me disais non, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Et puis en cherchant, je pense que le post-Covid a dû développer ça au niveau de la demande et du coup des organismes de formation. J'ai découvert l'atelier des chefs et j'ai découvert ces formations à distance, en distanciel total. Je te coupe 2 petites secondes avant d'enchaîner sur l'atelier des chefs. Une des choses où tu m'as dit que ça t'avait inspiré pour devenir plombier, c'était notamment ton père. Disons que, alors, pendant toute ma jeunesse en tout cas, j'ai toujours entendu parler de mon père. C'était jamais été un sujet tabou. Et j'ai toujours entendu que c'était quelqu'un qui était manuel, quelqu'un qui était gentil, quelqu'un qui était dynamique, quelqu'un qui aimait bien aider les gens, tout ça. Donc tout ça, ça fait partie de mon bagage et de mon parcours. Et même sans le connaître, j'ai pu m'identifier à travers ce papa longue jambe là, comme on l'appelle. Mais entre 20 et 30 ans, voilà, j'ai fait mon parcours en étant persuadé que tout ça, ça venait que de moi. D'accord. C'était moi, je me suis construit moi, j'ai mon identité moi. C'est une période de ta vie où tu veux t'assumer, revendiquer que tu es un adulte, que tu fais tes choix par toi-même. Et puis arrive à un moment donné où tu es plus en zénitude, plus en corrélation avec ta famille, avec ce qu'ils t'ont apporté. Tu acceptes davantage de dire que effectivement, ce qu'a pu t'apporter ta mère ou ton père, si tu l'as connu en tout cas,
même tu le revendiques, quoi, limite, tu l'acceptes, quoi. Tu te dis, ok, ils ont beaucoup contribué à ça, quoi. Et effectivement, sur le choix, sur mon questionnement de parcours, là que j'étais en train de faire, oui, j'étais clairement dans l'acceptation que tout ce que je faisais là, c'est parce que finalement je le portais à travers mon père qui avait été vachement là-dedans. Mais ce qui me gênait, c'est qu'il y avait quand même une part de mon enfance où je l'avais pas connu. Donc je me dis comment il a pu avoir cette influence sur moi si je l'ai pas connu. Tu vois, comment il a pu arriver à m'atteindre alors que j'ai pas vécu avec lui, alors qu'il ne m'a pas élevé. C'est quand même dingue, quoi. Quand je l'ai retrouvé, c'est pas que j'ai eu affaire à un miroir, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses où je me suis reconnu en lui, quoi. Et je me suis dit, mais là, en fait, on est au-delà de l'éducation, là. Là, c'est dans les gènes, en fait, que tu portes ça, c'est pas possible. Après, t'analyses, et là, je refais référence à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que tous les moments où la famille, elle te parle de lui, les amis qui l'ont connu te parlent de lui, ça a forcément une incidence et ça te construit aussi. Donc forcément, ça a un impact. Mais je pense que peut-être il y a aussi quelque chose de l'ordre du génétique qui fait que, je sais pas, tu portes quelque chose, une appétence pour ce métier manuel, une appétence pour ces choses-là, peut-être qu'on été transmises. Parce que c'est tellement fort de se retrouver soi-même dans quelqu'un que t'as pas connu, que c'est troublant, quoi. Quand tu faisais ce cheminement pour arriver à la plomberie, est-ce que tu n'avais pas peur que le fait de travailler avec les enfants que tu aimais de base, ça te manque dans ton futur métier ? La question du manque de ma relation avec les enfants dans mon métier, ça me pose toujours la question, je crois que ça me la posera à vie, parce que j'ai vraiment un fort affect avec les jeunes, et je trouve qu'il n'y a rien de plus vrai que de travailler avec les jeunes. Ça, si tu fais de la merde, bah, ils te le disent. Il n'y a pas de demi-mesure. Tu sais pas bien ce que tu fais, ouais, bah, tu le vois. Et puis, du coup, tu te remets en question. Et ce travail de remise en question, je crois qu'il n'y a pas un autre métier dans lequel c'est plus fort. Il n'y a pas un autre métier où tu crois que tu es une bête, où tu es un pro, et dans la seconde d'après, tu te dis, mais je suis nul, en fait. Et du coup, je trouve que voilà, ce métier-là, il est enrichissant pour ça. Et encore une fois, le fait de participer à cet élan dans leur construction à eux, pour moi, personnellement, je trouve ça rien de plus noble. Peut-être qu'un jour, je serai peut-être formateur dans la plomberie, peut-être. Hein. Pourquoi pas avant, tu vois, par exemple, j'avais une passion, c'était la plongée. Et bizarrement, je sais pas où est-ce que, en arrivant, au fur et à mesure des années, je suis devenu formateur de plongée. Tu vois, il y a toujours un truc qui me pousse à aller vers la transmission. Parce que je kiffe ça, en fait. Je kiffe quand quelqu'un voit ses yeux et dit « Ah !» Et c'est toi qui as aidé à comprendre ça. Et chez les jeunes, c'est encore plus top, quoi. Et peut-être que finalement, c'est aussi ce qui m'a manqué, moi, plus jeune. C'est que, tu vois, j'ai pas eu ce papa qui m'a fait... après, j'allais pas demander à maman comment on sera. Bon, j'aurais pu me raser les jambes, tu me diras. Bon, après, c'est la même technique. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses que j'ai pas osé demander à ma mère parce que je me suis dit, bah, c'est pas de son ressort. Bizarrement, parce que c'est la société qui me construit comme ça. Peut-être qu'elle aurait sûrement pu répondre, ma mère. Hein. Je sais qu'elle là-dessus, elle aurait trouvé la réponse. Mais je sais qu'il y a eu un manque à ce niveau-là sur certains sujets. Certains peut-être besoin d'accompagnement, même si j'ai eu des beaux-pères et tout ça, mais qui n'ont pas eu cette place que peut avoir, je pense, un papa. Et c'est vrai que du coup, intentionnellement, je pense que moi, j'avais à cœur de transmettre ça, surtout envers des jeunes qui n'avaient peut-être pas eu ça. Voilà, d'avoir un élément, un mentor, quelqu'un qui t'accompagne et qui est bienveillant, qui veut que le bien pour toi, sans arrière-pensée derrière, qui veut juste t'aider à grandir. Je reviens du coup sur l'atelier des chefs au moment où tu commençais à nous en parler. Donc tu les as connus. Pourquoi est-ce que tu as choisi leur formation et pas une autre ? Alors j'ai choisi l'atelier des chefs parce que déjà c'est les premiers à apparaître sur les référencements, donc je pense qu'ils font du bon boulot, c'est rassurant. Ensuite ils ont répondu, ils ont été super réactifs. J'ai prospecté auprès de 3 organismes comme ça, et ils étaient toujours assez réactifs dans leurs réponses. Et concurrentiels aussi assez dans les tarifs qu'ils proposaient, parce que c'est pas négligeable, hein, faut dire ce qui est. Mais la plateforme qu'ils proposaient, le coaching qu'ils proposaient, l'accompagnement et les outils, moi, me convenait. Ça avait l'air de répondre à cette appréhension que j'avais d'une formation totalement à distance. Donc je me suis dit, mais comment ils vont bien pouvoir voir ce que je fais, me corriger, tout ça. Et en fait, le fait qu'ils soient réactifs, déjà, je me dis, ok, s'il y a quoi que ce soit, pour les avoir rapidement au téléphone, c'est pas une centrale qui est située dans un autre pays très très lointain, où le mec, je sais même pas où je suis. Et en plus, oui, ils avaient des outils très ludiques, ça avait l'air d'être bien présenté. Au départ, j'étais pas encore inscrit, mais ça avait l'air d'être bien présenté.
Et le fait que ce soit complètement à distance m'a rassuré aussi parce que j'avais pas de possibilité d'accorder des heures pour ça dédiées sur mon temps de travail. Je savais très bien qu'on allait me bloquer à ce niveau-là. Donc le fait de pouvoir m'orienter et de me dire ça ne sera pas vécu comme des cours du soir, mais ça peut être le week-end quand j'ai le temps. Ça peut être en semaine, si j'ai un dossier, je l'ai fini et puis j'ai plus rien à faire, je peux le faire. Donc ça m'a complètement allé sur la forme. Est-ce que tu peux m'expliquer globalement la formation, comment est-ce qu'elle s'est passée, le fait qu'au début tu aies eu une partie théorie et après ce soit un peu plus la pratique? Donc au départ il y avait une partie théorique, forcément t'engranges un bagage de savoir, de savoir-faire, et du coup tu as beaucoup de modules sur l'ordinateur, et là en 2 mois pour moi c'était bouclé quoi. Étant donné que mon travail je le passe tout mon temps sur l'ordi et que j'avais quand même beaucoup de temps, comme je suis assez efficace, je vais pas me jeter des fleurs, mais mon travail étant pas super compliqué, j'avais quand même du temps à générer et à développer sur la formation, et du coup j'ai pu aller très très vite là-dessus. Donc j'ai engrangé le savoir, et ensuite au bout de 2 mois j'ai commencé à passer à la pratique. Et donc là c'était une autre paire de manches, parce que ça nécessitait une installation. Il fallait trouver un espace où mettre 2 panneaux de 2 mètres sur 1,20 m chez soi, sans déranger ta famille aussi, parce que ça continue de vivre autour de toi. Donc, et encore, je suis pas à plaindre, hein. J'ai un 3 pièces, et voilà, j'étais assez rodé, et du coup, j'ai gardé le même cheminement, la même organisation que pour la théorie. Dès que j'avais du temps, tac, je passe à la pratique. Le télétravail m'a permis de le faire aussi, dès que j'avais du temps chez moi. Donc du coup, ça a été assez limpide. Maintenant, il me manquait quand même quelque chose de concret. Il fallait quand même que je puisse transposer ce que je faisais sur la réalité, quoi. Étant donné que le CAP, il n'y a pas d'obligation de faire de stage, tu peux passer ton diplôme et n'avoir jamais mis un pied sur un chantier ou quoi que ce soit. Mais dans le cadre de mon projet, j'aimerais aller assez vite. C'est-à-dire que j'aimerais pas perdre de temps après le diplôme pour commencer à travailler. Donc, j'ai commencé à chercher. Heureusement, j'ai une femme qui a du réseau. Et du coup, j'ai réussi à trouver un stage. Du coup, dans un chantier. Et là, ça m'a permis aussi d'agrémenter mon savoir sur des techniques. Encore une fois, tout ça, c'était pris sur mon temps perso. Il a fallu que je poursuive des congés. Donc, c'était de l'organisation, quoi. Et quand tu as fait le stage et la formation, est-ce que ça t'a conforté dans l'idée que c'était un métier qui était fait pour toi? Alors, quand j'ai fait cette formation et le stage, ça m'a conforté sur le fait qu'effectivement, j'aimais cette activité. J'aimais être actif, j'aimais faire quelque chose de mes mains et voir la réalisation. Un peu comme avec les enfants, c'est-à-dire que c'était concret. Je faisais un truc et c'était devant moi. Maintenant, à l'heure actuelle, je ne sais toujours pas dans quel cadre je travaillerais. Est-ce que ce serait pour moi tout seul, à mon compte, indépendant, pour une entreprise? Là, pour moi, c'est tout récent encore, c'est trop récent. Donc je vais peut-être avoir encore besoin de me confronter à des expériences diverses avant de faire ce choix-là. Et peut-être que je ferai un choix et après je le changerai, peut-être, hein. On ne sait jamais. Donc voilà, pour l'instant où j'en suis. Mais en tout cas, ça m'a conforté sur le fait que ouais, j'aimais ça, c'était intéressant pour moi et j'avais envie d'aller au bout. Et donc là, dans ta formation, est-ce que tu peux m'expliquer un peu où est-ce que tu en es? Tu es au passage de l'examen. Donc actuellement, je suis en train de passer les examens pour le CAP. Donc j'ai déjà fait 2 parties écrites et il me reste les 2 grosses parties pratiques, dont notamment une épreuve de 14 heures qui se déroule sur 2 jours. Avec donc tu dois réaliser toute une installation donc avec tes cuivres, tes outils, ton PVC, tout ça. Donc ça c'est l'épreuve phare, on va dire. Mais pour avoir déjà vécu les 2 premières sessions, je suis assez confiant parce qu'en plus, faut quand même relativiser. C'est un examen qui est fait pour faire en sorte quand même que tu réussisses. C'est pour accompagner à la base des jeunes de 16 ans. C'est leur premier diplôme, un CAP. Donc, je voyais les examinateurs, on a pu en parler un petit peu avec eux. C'est vrai que tout est fait pour quand même t'aider à l'avoir et le faire de façon bienveillante. Même si je me sens prêt, et c'est pas un diplôme bradé, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais en tout cas, je me sens suffisamment prêt avec ce que j'ai et je sais qu'au niveau des attentes, ça le fera aussi. Et dans 5 ans, idéalement, une fois que tu auras ton diplôme, l'expérience peut-être que tu auras acquise, tu te vois où idéalement, professionnellement notamment? Alors dans 5 ans, je me vois... Là, c'est une question... Tu m'aurais posé la question il y a... Avant la formation, j'aurais pu te dire, oui, dans 5 ans, je me vois devant un ordi, et puis voilà. Mais là, il y a tellement de choses qui sont en train de se chambouler dans ma vie que je sais pas du tout. Il y a trop de projets en fait en tête. En fait, je me suis relancé tellement dans d'autres choses, dans plein de formations, que je sais pas du tout dans quoi. En tout cas, ce que j'espère dans 5 ans, c'est que je serai toujours aussi actif,
toujours autant l'envie de développer des choses, des compétences, de passer d'une expérience à une autre. J'espère que j'aurai toujours ça. Parce que c'est vrai que la situation actuelle n'est pas forcément top, propice au développement, il y a beaucoup de contraintes. Et peut-être qu'à un moment donné, je comprends des gens qui veulent arrêter de tenter des choses, de tester des choses. Et puis j'ai jamais eu l'âme d'un auto-entrepreneur non plus. Donc je ne sais pas comment ça va se passer aussi pour moi une fois que je vais me lancer. Donc c'est encore trop d'incertitudes, je ne sais pas du tout. Et tu garderas le côté éducation populaire ou tu penses qu'à terme tu l'enlèveras? J'aurais cœur à dire que je continuerai dans 5 ans, je changerai encore avec l'éducation populaire, à faire des colos, à faire des centres et tout ça. Des fois je me dis avec ma femme, parce qu'on s'est rencontrés en colo, on se dit pourquoi on se referait pas une colo et tout. Mais je suis conscient de mes limites. À un moment donné, je sais que je vieillis aussi, la patience diminue aussi, et je sais pas si j'y arriverai. En tout cas, ça serait un challenge, ça serait un nouveau challenge. Mais peut-être que je continuerai les formations, parce que c'est un peu moins difficile en termes de rythme pour poursuivre. C'est un accompagnement aussi un peu différent. Et pourquoi pas, peut-être que des fois, de temps en temps, si j'ai un peu de temps, je ferai un séjour de 5 jours. En tout cas, je resterai jamais loin de ce secteur-là. Voilà, parce que déjà, il y a besoin. C'est un secteur tendu. Il y a besoin de gens qui ont envie. Et je sais que moi, j'ai envie. Et il y a des gamins qui ont envie, qui ont besoin. Donc, je peux pas rester insensible à ça, quoi. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par Myriam Amossé et Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.